Je m'appelle René, je suis né à Puyvert le 16 décembre 1942, ce qui fait que je suis tout jeune encore. Ma mère est native aussi de Puyvert, mais du village de Cambarbe-Rouge. Mon grand-père évidemment aussi. Et mon père, lui, est né à la montagne qu'on appelle, c'est-à-dire le plateau de Sceaux. Je m'appelle Richard Verganzonès, je suis né à Puyvert en 1952, donc je vais faire 70 ans. Et j'ai toujours habité à Puyvert. Je suis né dans le village, sur la place du village, et j'ai toujours habité sur cette place du village. Alors on a fait 5-6 maisons, ou peut-être plus, avec mes parents. Et puis moi, j'ai encore une maison que je considère encore sur la place. Alors, je m'appelle Marty Jean. J'ai 83 ans, bientôt 84, le mois prochain. Et je suis né à Puyvert, dans la rue des Mères. Mes parents étaient de souche puvertaine. Ma mère était puvertaine, mon père non, il était de Cansadoni. Je m'appelle Soula Germaine, épouse Morel. Je suis née à Puyvert, dans la maison qui est en face. Et je suis née en 1942, donc j'ai 79 ans. Je suis Maryse Ruffat. Je suis née au Café de la Place, à Puyvert, donc. Et je suis mariée avec Maurice Bennes. Il a eu que la rue à traverser pour venir me chercher. Je m'appelle Jeannette Naudy, parce que comme c'était le café au Douy, mais comme il n'y avait que des femmes, ma tante et ma mère s'est mariée avec un Naudy. Je suis née dans la maison où j'habite actuellement, qui était un café. Je dors dans la chambre où je suis née. Puis, je suis née en 1938, juste avant la guerre, mais mes parents n'étaient pas ici. Mon père était militaire de carrière, donc ils étaient à Angoulême. Mais ma maman a voulu venir accoucher à Puyvert parce qu'elle était sûre qu'elle allait mourir. Alors, comme ça, elle était sur place. Je suis Rosemarie Granger, épouse de Sabatier. Je suis née le 2 octobre 1935. Je suis née à Cancerdou. Je m'appelle Marie-Jeanne Roussel, de Puyvert, et voilà, et j'ai 100 ans. Ma mère est de Campeille, si vous voulez. C'est le hameau de Puyvert, et mon père est de Cancerdou. Je suis Louis Roussel, je suis né à Cancerdou-Puyvert, et j'ai 95 ans. Et je descends d'une famille d'agriculteurs, et j'ai continué le travail pratiquement toute ma vie. On allait à l'école, il y avait 1, 2, 3, 4 écoles, dont 2 à Puyvert. Celle de Puyvert était double, pour les grands et les petits. Il y avait celle de Cangast, l'Escale, et celle de Cambrion, où c'est que j'allais. Celle de Cambrion, elle regroupait 3 villages, Cansode, Cambrion, Cambarbe-Rouge et Cammarcel. Le dimanche, il fallait aller au catéchisme. Et c'est pour ça qu'aussi, on se rencontrait avec les jeunes de Puyvert. Autrement, on ne se connaissait pas. Quand on partait le dimanche à la messe, je me rappelle, j'avais les chaussures du dimanche. Et pour aller d'ici, aller à Puyvert, mes parents, maman me mettaient les chaussures vieilles, les sabots, qu'on mettait tous les jours ici. Et puis quand on arrivait, avant de rentrer à Puyvert, on enlevait les sabots et on mettait les souliers du dimanche. On allait, que ce soit à l'école, que ce soit Après, j'ai eu un vélo. Voilà, mon premier vélo, j'étais jeune. J'avais un vélo, je partais que ce soit au catéchisme ou à la messe, en vélo. On rentrait en classe à 4 ans et ça allait jusqu'au certificat d'études. Jusqu'au certificat d'études, jusqu'à 14 ans. 14 ans. Je peux dire que quand j'étais à l'école, qu'on montait à Campeille, moi j'étudiais mes leçons le soir quand il faisait nuit auprès du feu, avec la lampe à pétrole. Et ça, moi j'étais à l'école dans les années
50, 52. J'ai passé le certificat d'études, j'ai été reçu. C'était mon bac de l'époque. Et 1,5 km à travers le champ. Oh, je n'ai pas besoin de vous dire le jour où c'était mouillé, comment aller avec les sabots à l'école. Oui. Et on rentrait, on venait manger à la maison. Hein. On faisait ça 4 fois par jour. Où j'ai appris à lire et à écrire à l'école de Camaillon. Garçons et filles, on allait à la chapelle. La route. Mais ouais, mais il n'y avait pas de voiture à l'époque. Il y avait une voiture toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, il y avait une voiture qui passait. Alors, on se promenait le soir. On ne parlait pas aux enfants. On ne savait rien. Moi, quand quand maman était enceinte, je ne le savais pas. Et puis un matin, on m'a dit, oui, quand il y avait quelque chose, je partais chez ma voisine. Chez ma voisine, là-dessous. Et puis, et là, j'étais partie, j'étais bien. Et puis le lendemain matin, elle me dit, tu sais, Rose, tu as une petite sœur. Une petite sœur, et où elle était? Moi, j'ai dit où elle était. Voilà. Oui, avant, on allait chercher l'eau À la fontaine. Aux fontaines. Il y avait une Voilà. fontaine là. à la fontaine, on allait chercher l'eau. Et Il y avait les abreuvoirs là-bas, au pour les bassin. animaux. Et une bassin. Il y en avait une au bassin. Et après, ça a été le tout à l'égout. Parce qu'avant ça, on allait jeter le pipi caca sous le pont. Et oui, c'était comme ça. Et dans le Même bar, les là-bas, poubelles. ils allaient à la Caïrole. Et oui, même les poubelles sous le pont. Hein. Mais il y avait davantage d'eau et puis tout ça partait. Il jouait à la pétanque, le curé. Il y a une femme qui venait confesser. Et il a posé des boules, il a dit, bon, ça va être vite expédié, hein, ça va être vite fait. Il est rentré dans l'église, 2 secondes après, il ressortait, c'était fait. Le curé jouait aux boules avec la soutane. Le téléphone même n'existait pas presque à ce moment-là. Et oui, parce que quand les téléphones, quand ça a commencé, ils ne l'ont mis que dans une maison du village, dont les abonnements étaient payés par la commune. La personne était obligée de nous recevoir, si on était fait payer, mais c'était un peu dérangeant quand même. Alors, le téléphone s'est mis dans toutes les maisons. À l'époque, il n'y a pas longtemps, quand on mourait à Puy-Vert, c'était pris en charge par la mairie. Donc on avait le cercueil qui était fait par le sabatier. On gardait le mort à la maison pendant 2 jours. Et c'est la mairie qui, après, prenait le cercueil et allait au cimetière et faisait les enterrements. Oui, Et c'était gratuit, et tout était gratuit. La mairie donnait tous les ans à toutes les familles un bois de chauffage, 2 serres de bois de chauffage. Oui, gratuit, hein. Le pont, c'était un peu, c'était une frontière, on disait. Alors, nos parents nous disaient, tu sors, mais tu ne vas pas de l'autre côté du pont. Hein. Parce que c'était loin, pas parce que... Et inversement. Et de l'autre côté, ils disaient pareil, de l'autre côté du pont. Parce que le village à Puy-Vert, avant, s'appelait le pont. Tu ne vas pas de l'autre côté du pont. De toute façon, il y avait de l'animation partout. Hein. Partout où tu allais dans le village, quand on était petit, ça bougeait. Le soir, les gens étaient dehors. Il n'y avait pas de télé. Quand il pleuvait, tu voyais des gens qui allaient ramasser les escargots. Voilà. Il y avait... La vie n'était pas la même quand même. Hein. Ils voletaient. Il y avait plein d'insectes qui volaient l'été. Des gros capricornes, des scarabées, des gros trucs. On n'en voit plus maintenant. Je me rappelle que ma mère achetait à l'épicier. À l'épicier, c'était le sucre, l'huile, le café. Mais pas plus. Si, quelquefois des oranges. Chaque semaine, aussi le boucher qui passait. On achetait la viande que à la semaine. Comme on était d'une famille nombreuse, on avait des tickets. Des tickets, et là, on avait droit à tant de pain, à tant de ceci, à tant de cela. Mais il fallait économiser. Bon, mais on tuait ce qu'on avait, on tuait des cochons. Alors tout l'hiver, c'était la fête des cochons. Maman, elle avait un trépied qu'on appelait. Elle mettait de la braise là, et là, elle faisait revenir ce qu'il fallait manger, quoi.
Mais sinon, tout se faisait dans la cheminée. Et le jour qu'on a acheté un gaz, on était autour de ce gaz, comme maintenant si on vous mettait, je ne sais pas moi, quelqu'un qui arrive du ciel, qu'on vous le voit dans la rue, qu'on regarde comme avec curiosité ou un truc comme ça. Oui. Et puis c'était ce gaz. Ce gaz que quand on l'allumait, quand tu voyais les flammes, que tu faisais cuire un œuf, là, un truc comme ça. Oui, on appelait ça le parapet. Sur la route, là, toute la jeunesse venait s'asseoir là et discuter, puis attendre. Souvent, c'était le samedi, attendre que quelques voitures veuillent bien s'arrêter pour nous amener à la fête. Donc, on restait des heures et des heures et des heures là. On attendait. Et voilà, et souvent, on trouvait un taxi, on partait. Sinon, on partait à mobilette, à 2 ou 3 sur la mobilette. Il fallait bien que tout le monde parte. Quand j'allais à l'usine, c'était en voiture, mais on était 4 ou 5 depuis Velle. On se faisait déjà, on s'était inventé de faire du covoiturage. C'était une voiture, une fois chacun qui prenait la voiture. Et puis quand on était 4 ou 5 bons copains, on s'est décidé d'acheter une voiture en commun. Étant donné que c'était un lac, Blanche de Castille, entouré de ces marches, on appelle, je crois, il lui a prédit que si elle faisait vider le lac, les terrains seraient très riches. Alors elle a entrepris de faire vider le lac, mais ça a emporté les travailleurs qui travaillaient évidemment au Bulin à l'époque. Et elle-même, et ça a inondé jusqu'à Mirepoix. Ça porte bien son nom, un puits, c'est comme un puits. Mais autour de ce puits, il y a les montagnes. Alors les montagnes qui sont au sud sont des montagnes de résineux, avec les sapins, il y a même des hêtres aussi. Et celles qui sont au nord, étant donné qu'elles sont côté soleil, il n'y a que le chêne qui pousse. Et ce sont les montagnes de chêne qui actuellement entourent le château. Mais dans mon jeune âge, les chênes n'arrivaient pas sous le château. Ils se situaient tout juste en face les fermes de la grange là-bas. C'était les premiers qui étaient venus à l'époque du lac et qui avaient monté une cabane pour le pêcheur. Voilà. Oui, Alors automatiquement, plus tard, quand ça s'est agrandi, que le lac avait disparu, automatiquement, on a formé des hameaux. Et celui qui était, on donnait leur nom. Cansadurni, Cansor, Sorel, Camonor, les Monors, ils existent toujours. Les Friers, les Camfriers, ils existent toujours. Nous, les Roussel, c'était... Oui, la caractéristique du village, c'est qu'il y a de nombreux camps, très exactement, ou hameaux, très exactement, et assez éloigné. Le plus long, c'est l'escale à 5 km quoi, du village. Il n'y a que 2 villages dans la commune qui ne portent pas de nom de camp. Ce sont l'Escale, là-haut, qui a été un village qui a été rasé pendant la guerre, et les Arnoulats, qui se situent au-dessus de Puyvelle. Ce sont les 2 seuls à ne pas porter le nom de camp. Où on va au lac. C'était la jeunesse, tout le monde se retrouvait là-bas, tout le monde se baignait, puis il y avait un monde fou, ça venait de partout à l'époque. J'ai une photo du lac, il n'y a rien, il n'y a que de la terre battue, il n'y a pas de sable, il n'y a rien, avec Damien, Muriel et tout ça. Et là j'avais la photo, et quand ils allaient le faire, le lac, c'était encore un champ. Ici, c'était le monde paysan, et puis vers, c'était un peu plus bourgeois, si vous voulez. Et puis les gens qui habitent Cansedourny, Cansor, un truc comme ça, on les appelait ceux qui habitent de l'eau, de l'autre côté de l'eau. Si vous voulez, c'était une autre mentalité, une autre façon de vivre. Par contre, on n'avait pas le lac, nous, quand on était jeunes. On va jouer à la pétanque au lac, on va voir un coup au lac, on va se baigner, pourquoi pas. Bon, ça dure 2 mois.
quand j'étais jeune, il y avait la guerre entre les jeunes du village et les jeunes des camps. Il y avait la guerre. On ne s'entendait pas. Je ne sais pas pourquoi. Oui, on a eu affaire à la gendarmerie parce qu'une fois, on avait fabriqué à Fontclair, qu'on appelle au-dessus du lac, là, on avait fabriqué une fronde géante avec un arbre, avec des chambres à air de voiture. Et moi, j'avais piqué des sachets de papier à mon père. On mettait des marrons dedans, avec la graffeuse. Et quand les gars des camps y passaient en vélo, on leur tirait dessus. À l'époque, entre Puyvert et la campagne, il y avait une scission. Hein. La campagne, c'était la campagne. Puyvert, c'était Puyvert. Alors, c'est pas les mêmes, hein. On ne ramassait pas. Et de l'autre, comme on était séparés, la rivière, il y avait de l'autre côté, c'était pareil. Eux, c'était chez eux, nous, c'était chez nous. Mais à Puyvert, quand on était des étrangers. Quand on est à Puyvert, on était des étrangers. Vous avez des hameaux qui faisaient partie de Puyvert quand ça tournait. Vous avez Campeille, les arbres, ça faisait partie. Ça, c'était Puyvert. Oh, il n'était pas pour nous. Nous, c'était à part. Hein. Non, ce qui a fait après, pratiquement, l'union de l'ensemble, ça a été après la guerre, quand on a créé la première équipe de rugby. Alors, on a dit à Puyvert, oui, mais où sont les joueurs? Il faut aller à la campagne. Ils nous sont repassés. Là, ça a été l'union totale entre Puyvert et la campagne. Et il y en a qui disent que c'était pas un château pour faire de la défense, c'était plutôt pour le prestige. Enfin, il n'a jamais été public. Il appartenait à la famille de Ginesté, qui est une famille qui existe toujours. Ils sont du côté de Béziers, je crois, et qui ont encore des forêts, dont le Trabenet, là-haut, qui est le point culminant de Puyvert. Quand on faisait l'omelette pascale, c'était la coutume. On allait faire une sortie tous en bande, garçons et filles, et là on faisait cuire une omelette. Et l'omelette, on la faisait au château. C'était la tradition. Voilà, donc on partait toute une équipe à pied, et on portait les poêles et tout le bazar au château. On faisait ça dans la cour du château. On faisait des courses à l'épargne et au doc, chacun achetait quelque chose, sac au dos, on traversait, on passait de la chapelle et on montait au château à pied. Et on faisait l'omelette au château. Alors il y avait des clans, tantôt les uns se mettaient d'un côté, tantôt les autres. On était peut-être, moi je ne sais pas, une cinquantaine, je ne peux pas vous dire. On était tous, on était nombreux de jeunes. Il y avait un petit village au-dessous du château. Et la ville, ça s'appelait. La ville. La ville. Oui, et nous, les anciens, donc les Bennes, ce sont les avant-derniers qui sont descendus du château. Oui. Ils ont acheté cette maison en 1898. Il existe même une photo de ce petit village avec une mémé devant. Ah oui, je l'ai vu cette photo. Il montait au château, la place de Puyvert était pleine de vélos. Il s'était passé en vélo. Et il montait les billettes, il y en a qui allumaient le feu, il y en a qui faisaient l'omelette directement là-haut. Oui. Oui. Non, ils appellent ça la Saint-Loup, dans le Pays-Bas. Oui, par rapport à nous. Le château, c'est le phare de Puyvert. Ah oui, de chez moi, je vois le château. Ah oui, je vois le château, c'est merveilleux. C'est très bon pour le moral d'ailleurs. Hein? Quand vous êtes mal en point, que ça ne va pas, et qu'on se met sur la terrasse et qu'on voit et le soleil et le château, ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ma jeunesse, mon enfance s'est faite pendant la guerre. C'était quand même différent. Jusqu'à l'âge de 7 ans, d'abord mon père était prisonnier. Donc il est parti, j'avais 2 ans, et il est revenu, j'en avais 7. Et je n'étais pas la seule à avoir mon père prisonnier. À l'époque, ils parachutaient enfin, pour les maquisards, c'était. Oui, des vivres, tout ça. Et alors mon grand-père, il prenait les vaches, la charrette, il prenait tout ça sur la nuit, il allait l'amener au maquisard. Il prenait des risques quand même. Hein. Il fallait être courageux. Hein. Ah, ouais. Et moi, je me souviens qu'un jour, il y a un parachutiste qui est tombé dans le ruisseau en face de chez moi, en face de ma maison, là, dans le ruisseau. Ah ouais. Oui, ben oui.
Et alors, ils l'ont aidé à partir. Le gars, moi, je n'étais pas dans la confidence. Et avec le tissu du parachute, ma tante m'a fait une parure pour le berceau de ma poupée. Ouais, des combinaisons. Oui. Maman me disait, on me faisait des combinaisons. Et oui, voilà. Avec c'était vert. Le tissu du parachute. Voilà, c'était vert, c'était soyeux. J'ai dit Milou était maquisard. Ah oui. Et les Allemands sont venus plusieurs fois le chercher. Parce que bon, combien de fois, sa femme, Clémence, elle me racontait qu'une fois, quelqu'un l'avait dénoncé. Il se tenait là devant à l'embranchement de Chalabre et il lui a montré la maison aux Allemands. Non, c'était à la milice, ça, je crois. Donc, ils sont rentrés vite. Et lui, il avait été averti. Et comme il y a des jardins derrière la maison, je ne sais pas comment il a fait, il s'est échappé, il a pu s'échapper. Sinon, bon, plusieurs fois, il se serait fait attraper. En 1940, c'était là que j'avais 10 ans. 11 ans, je passais le certificat. Alors, nous, à ce moment-là, la guerre était déclarée et l'instituteur était parti. Alors, on a eu des remplaçantes, c'était des dames qui avaient le brevet et tout ça. On les avait mobilisées si elles voulaient faire de l'enseignement. C'est une femme qui n'avait pas le sort d'estite, mais vous avez vu une femme comment faire les études pour nous faire passer le certificat. Une femme comme ça. Hein. 18 ans, le jour que la guerre s'est déclarée, quand il avait l'avion, quand il lançait le sac, pour le maquis. Oui, il passait tout, il faisait 2 ou 3 fois par semaine, à 1h du matin. Oui, et arrive, ça y est. Oui, on a attendait. Au maquis. Ouais. Oui. Quand ils ont mis le feu, on voyait les bombes qui passaient mais non, mais là, c'était le maquis. À l'escale, on voit l'escale, c'est loin. En 44-45, c'est juste au dernier moment, là. Hein. Il y a eu les incendies de l'escale et tout ça. Là, c'était la révolution, vraiment, quand les Allemands commençaient à être refoulés. Et en vengeance, il y avait le maquis de Picocel. Automatiquement, ils ont attaqué le maquis, tout ça. Il y a eu de tuer. Les gens ont pu sauver leurs bêtes, ils ont vu ça. Ils sont allés chez les voisins, les parents, tout ça. Oui, et ils ont foutu le feu. Ils avaient resté 3 maisons. Ils n'ont pas été incendiés. Je me rappelle pas, c'est les noms. Oui, ils n'ont pas été incendiés cette fois. Pourquoi le feu n'a pas pris incendié? Ce qui m'a traumatisée, moi, ça a été le début de guerre, vous voyez, là. Je savais que c'était les Allemands qui faisaient la guerre et qu'ils étaient méchants contre... Il fallait qu'on me faisait peur, on faisait peur avec ça. Et en même temps, je vous dis, un jour, il y en a un qui est venu, puis il venait chercher des œufs. Il venait chercher quelque chose à manger, parce qu'ils étaient dans le coin, ils n'avaient pas grand-chose à manger non plus. Et maman arrivait, elle avait des œufs dans sa main, et elle a vu l'Allemand, le monsieur, et elle lui a donné les œufs. Et ce monsieur, qui était allemand, me les a donnés à moi, me les a redonnés. Voilà, et depuis, j'étais tellement surprise, ça m'a tellement marqué que j'ai compris que les Allemands, c'était quelqu'un comme papa et maman, puisqu'il m'a donné des œufs, il était gentil aussi. Et après, bon, l'escale brûlée, tout ça, on entendait, mais bon, on ne connaissait que ça. On ne savait pas ni pourquoi, ni comment. À l'époque, on ne parlait pas aux enfants. Les Allemands sont venus les chercher, père et fils. Ils avaient arrêté la voiture juste derrière, devant notre porte qui donnait dans la petite rue, quoi. Et je sais qu'à un moment donné, le père, il a parlé à son fils. Je n'ai pas compris ce qu'il lui a dit. Mais en fait, bon, revenez dans la voiture, ils ont dit, et le père, au lieu de rentrer dans la voiture, il est parti en courant. Alors, les Allemands ont tiré. Il a été touché, oui. Mais pas gravement, et il a continué. Les Allemands l'ont vu traverser un champ de blé. Alors là, ils se sont arrêtés et ils l'ont tiré à la mitrailleuse. Et après, ils sont partis. Et après, les hommes du village sont allés
chercher le Coran. Et donc ça, c'est une image qui me restera. Par contre, le jour de la libération, je me rappelle, tous les hommes du village, du hameau, quoi, de Camarcel, ils sont venus au milieu de la place, là, ils ont tiré en l'air. Bon, les enfants, qu'est-ce que vous voulez pour goûter? Du chocolat. J'en ai plus de chocolat. Et mon père derrière, oui, il n'y en a plus, Pétain l'a tout mangé. Oui. Ah, je ne le portais pas dans mon cœur, celui-là. Alors ma mère, mais tais-toi que si on nous entend, si on t'entend, on pourrait te dénoncer. Vous aviez 1, 2, 3, 4 cafés. Vous aviez 2 boulangers, vous avez 2 maçons, 3 maçons, et vous avez des charrons. Ben, oui, c'était ma tante qui était veuve depuis 1948 qui tenait le café. Et le café aussi de la place, c'était maman qui le tenait. Elle a tenu le café pendant 48 ans. Le samedi et le dimanche, les gens allaient au café. Et parce qu'ils descendaient à Puyvert, ils allaient faire la belote, ils allaient faire la bourre. C'est un jeu de cartes aussi, mais avec de l'argent. On mettait déjà de l'argent. Un petit poker. Voilà. J'ai connu 3 cafés, oui, 3 ou 4 cafés, mais je ne sais plus. Plusieurs épiceries, 3 épiceries. Quand j'ai pris la relève de l'épicerie de mon père, en 1975, et on était 3 épiciers à Puyvert. Et il y avait des bancs, devant chaque maison, il y avait des bancs pour que les gens s'assiedent et discutent le soir. À l'époque, maintenant je ne me rappelle pas leur vrai nom, mais on les appelait les cassoles, 2 dames, 2 sœurs, qui habitaient où habite Richard Berganzonès, là, voilà. Et elles causaient bien, et comme ça, il y en avait d'autres, quoi. Le garage. Oui. Là où est la brasserie. Et oui, il y avait le garage, là. En face du café, il y avait un cordonnier. Mais mon grand-père, lui, il avait des diligences. D'ailleurs, il y a une photo, j'ai la photo là, où on est en train de ferrer son cheval en bas. Par contre, la route, elle n'était pas faite, elle était en terre à ce moment-là. Ah oui. À cette photo. La route à côté de la place, là. Et celle-là, elle n'est pas bien, là. 2 vieux qui se parlent. Yeah, man. Tiens, regarde. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Normal. On a une santé de fer et un moral d'acier. Quand un marchand venait sous les halles, il y avait un bonhomme avec le tambour qui passait dans toutes les rues pour annoncer le marchand. Oui, pour annoncer. Oui, il était employé de mairie. Pour annoncer qu'il y avait sur la place le marchand de chaussures, de machin voilà. qui est arrivé. Il y est là, je l'ai là. C'est pas beau ça? Vous aviez les gens qui n'avaient pas grand-chose à faire, qui venaient, ils allaient à la forêt, ils coupaient du buis, ils arrivaient et ils faisaient des robinets. Vous avez vu la fabrique de robinets? Vous avez vu la fabrique de robinets qu'il y avait à Puyvert. Alors, manuellement, il faut aller les voir travailler manuellement. Alors, vous avez ça sur le tour. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y en avait pas l'électricité. Ils allaient prendre les grandes branches dans les choses, les belles branches, qui faisaient ressort. En appuyant, alors ils appuyaient sur une pédale, le pédale, alors ça se roulait, et ça se roulait. Et là, ils faisaient arriver à faire des choses, des robinets. Puis il y avait le cinéma, quand il est venu après. Oui, j'étais jeune encore, oui. Mais quand il pleuvait, la capote, à pied, et 3 km buvait. Alors il y avait des spectacles quand même. Moi, quand j'étais petit, il y avait un cinéma à Puyvert. Et oui, il y avait un cinéma, on allait au cinéma. Hein. On allait voir des films. Et le pèlerinage. Parlons-en du pèlerinage. Ça, attention, pour aller voir le pèlerinage à Puyvert, le 15 août, il y avait la procession jusqu'en haut de la chose, il y avait encore la statue. Vous avez vu le monde qui venait? C'est la chapelle, hein? Il y a une histoire dans la chapelle. Là.
Le souvenir de Puivert, j'ai toujours cette histoire des grandes fêtes qu'il y avait, où c'est que tout le monde était heureux. Et oui, à un moment donné, il y avait des fêtes dans tous les hameaux. Ils ouvraient une grange, une grange qui allait bien, et puis voilà, ils faisaient un concours de pétanque et la fête. On avait fait une fanfare avec des gens, il n'y avait que 2 ou 3 étrangers à la famille, une famille de Puivert, Sabatier. Il n'y avait que des Sabatiers dedans. On était une vingtaine. Il n'y avait que des gens de cette famille, et on n'était que 2 ou 3 à ne pas être de la famille. On avait fait cette fanfare rien qu'avec ça. Il y avait des foires à Puivert, des énormes foires. Ah oui, il y avait des grosses foires. Il y avait tous les gens du quartier là-bas, ils ouvraient les granges pour que les camelots se mettent dedans. Il y en avait partout. Ce pont, c'était un flot ininterrompu de personnes qui venaient à la fête. Ah oui, à droite, ça allait à la place, et à gauche, parce que les attractions, elles étaient sur la place de l'église. On faisait pour la Toussaint, il y a eu jusqu'à 5 jours de fête, d'affilée. Ouais. Et les maisons se remplissaient parce que la famille venait. C'était l'occasion de tester la fête à Puivert, toute la famille venait passer 4 ou 5 jours. Et puis, à chaque fête, souvent, sous la halle, à Puivert, il y avait la musique. Et les gens allaient là-bas pour pouvoir danser. Ouh là, attention, je ne suis pas resté avec les pieds au chaud. Hein. J'étais un grand amateur de danse. J'ai énormément dansé, bon, pour mon plaisir. Parce que je savais, moi, sincèrement, à 3 h du matin, il fallait rentrer, parce que le matin à 7 h, pam, 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 et les vaches sont pleines. Ah ça, je l'ai fait, pendant des années. Hein. Oui, pendant des années. On faisait des lotos à Puivert. Chaque café faisait son loto. Le loto, tu sais, avec les cartons là, avec... voilà. Et alors, un monde dans chaque café, il y avait bien une centaine de personnes pour loter. Et quand on avait fini le loto, mon père il disait « Bon, ceux qui veulent rester, allez, on met une dinde au four et on mange tous ensemble. » Donc pour le carnaval, il y avait, moi j'ai connu le carnaval ici, il y avait 7 chars au moins. Énorme. Donc dans les hameaux, dans chaque hameau, il y avait un char, grosso modo. Et dans le village, il y en avait 1 ou 2. Et puis le jour J, tout ça, ça sortait avec des musiques. Et il y avait du monde, maman, que du monde. Pour le monde partout dans le village. On avait fait des chars. Et c'était un peu la concurrence les uns avec les autres. On se trouvait une dizaine en faire un, une autre et dans plusieurs. Et nous ici, on avait fait une gondole qui était magnifique. Le soir, au lieu de faire des veillées à parler ou de regarder la télé, les femmes faisaient des fleurs et nous on travaillait à faire la gondole. La première année, on avait fait même le tour dans tous les villages. C'est bien beau, mais les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer aimeraient peut-être bien voir ce qu'on a fait. Alors, on a décidé, le lendemain de la fête de Puivert, de passer avec, c'était posé sur des remorques et on tirait avec des tracteurs, de passer dans tous les villages de la commune. Là, pendant une dizaine d'années, on a fait de ces carnavals. Et on se faisait tous les costumes. Et on faisait des films chaque fois. Et à peu près dans l'hiver, on passait le film, alors on se revoyait tous. C'était bien. Et après, il y a eu ces Sons et Lumières qui ont regroupé la population parce que tout le monde était aussi impliqué là-dedans. Tout le monde était là-dedans. Hein. Ceux qui n'étaient pas dedans pour travailler, ils étaient figurants.
Parce qu'en fait, Son et Lumière, tu passais à côté des responsables, dont j'étais, et tu te retrouvais alpagué, et puis habillé et sur la scène. Ça marchait comme ça. Les GIGN, ils ont éclairé le château. Ensuite, l'ancien instituteur a eu l'idée de faire un texte et de le diffuser pendant qu'on éclairait le château. Et après, ça a démarré là. Après, il y a eu... C'était un gros truc quand même. On avait 1000 personnes, plus de 1000 personnes par soirée. Hein. Ah, c'était un gros truc. Hein. Alors au départ, ça se faisait au bord du lac, là. Et là, l'espace scénique, c'était la plage. C'était début août et fin juillet. C'était là où il y avait le plus de monde. Alors, on choisissait les dates en fonction des recettes de mon épicerie à l'époque. Ça voulait dire qu'il y avait du monde. Alors le son et lumière, c'était grandiose, je dirais. Il y avait, je ne sais pas combien on a dit tout à l'heure. Hein. 150 figurants. On allait chercher les gens qui regardaient là. Vous ne voulez pas venir jouer? Oui, les gosses et tout. Donc on reconstituait des scènes de la vie du village. Une scène de vie que M. Tisseil faisait le programme. Voilà, c'est lui qui écrivait le texte, M. Tisseil, et voilà, et nous deux, d'après le texte qu'il faisait, on voyait quel costume on pouvait faire, quelle pièce on pouvait faire. Mais chaque siècle avait son tableau, c'était bien. La Révolution française, c'est joli. Hein. J'étais avec 3 autres, je portais Blanche de Castille. C'est un palanquin qu'on appelle, je crois. Ah, c'était magnifique, ça a duré 3 ou 4 ans. Mais il y avait un engouement dans Puyvert incroyable. Ah, avant, la vie, quand même, elle était plus difficile, hein, c'était rude. Hein. Il n'y avait pas les machines pour faire les travaux. Hein, et quand on allait dans les champs, c'était avec les bœufs, et il fallait travailler de telle heure à telle heure, parce qu'après, il fallait les faire manger. Quand maintenant, avec les tracteurs, on ne le regarde plus. Il s'agit qu'il est son 20 gouges dans le réservoir, comme on dit, pour ne pas tirer le gasoil. Et puis, quand on travaillait dans les champs, ce qui se passait souvent, c'est qu'on arrêtait les bêtes pour qu'elles se reposent un peu, de pas faire... Et le voisin à côté, lui aussi, il faisait pareil. On se rassemblait, on discutait. On discutait un quart d'heure. Et ce qui ne se faisait pas aujourd'hui, se faisait demain, on disait. Mais même avec les copains, on se faisait bonjour sur le tracteur sans s'arrêter. Ça n'existait pas, ça, à l'époque. On s'arrêtait, on discutait. Là, c'est la course au rendement. Mais c'est pas mieux. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des montagnes pour vivre. Il s'agit de bien vivre, et c'est tout. Et oui, il fallait s'entraider parce qu'il n'y avait rien. Hein. Oui, mais la modernisation a fait que chacun, après, je ne peux pas dire qu'on était individualiste, mais si, on l'est. Maintenant, ça s'est fait tout doucettement, tout ça. Mais c'est-à-dire que du moment qu'on a commencé à partir, les jeunes, oui. Ça n'a plus été pareil. Voilà, hein? oui. Et maintenant, le problème, c'est que la population a changé au moins de 60%. Complètement changé. Donc, il dit population changée, dit mœurs changées, dit beaucoup de choses ne sont plus comme avant, quoi. Quand ma maman était à l'école, il y avait 1200 habitants. Quand moi j'y étais, il n'y en avait plus que 800. Avant, on mangeait sain, et maintenant, est-ce que ça l'est? Ça l'est pas? Bon, on vit quand même. Mais c'est le corps qui s'est habitué avec ces produits toxiques qu'on y met, parce que avant, il n'y avait pas les produits. On mettait un peu de bleu, là, et puis c'était fini. Hein. Aujourd'hui, c'est les engrais, c'est les pesticides, on n'en finit plus. Le corps l'avale quand même. Mais il s'habitue. À l'époque, on ne mangeait pas pareil. On vivait avec les produits ici de la ferme. On s'aidait, oui, ça c'est tout le monde s'aidait. Je vous dis, pour tuer le cochon, c'était tantôt chez les uns, tantôt chez les autres. Il fallait faire les saucissons, la saucisse, le boudin, et voilà, c'était tantôt ici. C'était, tout le monde s'aidait, quoi. Ça ne se compare pas avec la vie qu'il y a maintenant.
Voilà. Là, maintenant, moi, sur Puy-Vert, je ne connais plus personne. Actuellement, avec tout le modernisme qu'il y a, on est autosuffisant. Mais avant, on ne l'était pas. C'est pour ça qu'il y avait cette convivialité entre les uns et les autres, où les gens étaient plus soudés. Alors qu'avant, on avait besoin les uns des autres. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Des fois, c'est un grand dommage. On aurait dû garder toujours ces traditions un peu. Mais, ma foi, c'est comme ça. C'est la vie qui change. Parce que nous, on a toujours le jardin. Moi, j'ai toujours 6 poules, j'ai des œufs frais. Vous voyez, je ne peux pas... Ce qui a changé, c'est pas dramatique. Voilà, ce qui a changé, c'est les mentalités, c'est les façons de vivre qui ne sont pas plus mauvaises. Au contraire, on a vu une grande évolution quand même. Et, vous savez, alors là maintenant que nous, quand on a la première voiture qu'on a eue ici, c'était mon oncle qui travaillait à la mairie, qui avait acheté une voiture, et c'était le bon Dieu, cette voiture. C'était comme, je ne sais pas moi. Et maintenant, quand les enfants viennent, on est 8 et il y a 8 voitures. Voilà. Ça ne me paraît pas possible, quoi. Mais à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Et le soir, les gens ils sortaient sur la place du village. Tout le monde discutait, chacun racontait la sienne. Et c'était quand même agréable. Et quand la télévision est arrivée, tout ça a disparu. Parce que les gens ont dit, bon, je vais voir tel film, ou écouter. Puy-Vert était un fleuve tranquille, mais tranquille. C'est trop tranquille. Trop, ouais, c'est trop tranquille. Vous pouvez aller jusqu'à à la mairie ou à la poste sans rencontrer personne. Petit à petit, oui, il y a des choses qui se refont. Mais c'est pas peut-être folklorique comme c'était à l'époque. Et tout le monde avait du travail parce qu'il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait rien, c'était tout du travail manuel. Ici, ils avaient une dizaine de vaches, mais les vaches, il fallait les traire le matin et le soir. Moi, je suis resté, moi, je ne partirai pas, ça c'est sûr. Hein. On est bien, on est au calme, on n'est pas confronté aux ennuis de la ville. Le seul ennui qu'on a, c'est qu'il faut un véhicule ici, voilà, et conduire. Ben oui, c'est que vraiment, c'est quand même un joli coin de pays. Il y a la plaine, les montagnes, un château. Il y a beaucoup d'endroits que des gens voudraient la voir, tout ça. Quand on y est né, on aime toujours, plus ou moins. Mais moi, j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs eu beaucoup d'opportunités de pouvoir partir. Et ça ne m'a jamais tenté. Ah oui, mais sitôt que je suis parti, j'ai dit je reviendrai, c'est tout. Et ici, je connais le village, je connais tout le monde, là, moi, je connais tout le monde. Et puis le village, c'est beau, non? Et puis rien que le nom, Puy-Vert, ça porte bien son nom. Oui, mais j'étais à Paris, je pensais à Puy-Vert. J'étais à Toulouse, même pas loin, mais je pensais. Puy-Vert, c'était... Je ne me serais pas vue ailleurs qu'à Puy-Vert. Moi, je suis née à Puy-Vert et évidemment, il fallait que je revienne à Puy-Vert. Je ne pouvais pas aller passer à ma retraite ailleurs qu'à Puy-Vert. Hein. Ça, c'était impossible. Puy-Vertaine un jour, Puy-Vertaine toujours. Oh, ça c'est bien dit.